Déjà, avant de commencer, merci à tous d'être présents ici. Et merci à Pierre aussi d'avoir présenté un petit peu, initié ce qu'on va dire tout au long de cette présentation. Je ne sais pas si le micro, il est pas assez fort, je sais pas. Vous entendez quand même? Oui, sinon, son micro aussi, ça va. Non, non, c'est pas terrible. Bon, on va garder le micro alors. Et du coup, voilà, je voulais vous remercier d'être ici. On va passer, je pense, une bonne heure. Vous avez passé une bonne heure avec JF et moi, du coup, sur cette présentation. Et j'espère que ça vous plaira. Enfin, pas vous perdre tout au long de cette présentation. Voilà. Ah bah c'est toi, je crois que c'est toi. Donc tout d'abord, je vais revenir sur le titre. Hop. Voilà, les bases fondamentales en astrophotographie. Donc on va déjà présenter l'élément important de cette conférence qui est l'astrophotographie. Donc l'astrophotographie, c'est un terme qui se compose de deux mots. Donc la racine astro, qui vient du terme astronomie, donc qui est la science qui étudie les positions, les mouvements, tout ce qui va être les rotations, la structure et l'évolution des astres. Et on va avoir d'une autre partie de la photographie. Je pense qu'il n'y a personne qui sait ce que c'est la photographie ici. Non, je rigole bien sûr. Et donc la photographie qui est un procédé qui permet d'enregistrer à l'aide de lumière et de produits chimiques une image d'un objet ou d'autres choses maintenant. Donc voilà, donc l'astrophotographie, c'est une discipline reliant à la fois l'astronomie et la photographie. Donc on va parler vite fait aussi des spécificités, parce que c'est pas comme de la photo animalière ou de la photo sportive, vous allez voir, c'est un petit peu plus particulier. Donc déjà, en fait, c'est des photos qui sont dans un milieu très sombre et qui vont être aussi, elles, très sombres. L'objet, souvent, il est très loin. Terre-Lune, c'est déjà quand même pas mal, mais quand on va aller chercher des objets comme la nébuleuse d'Orion, la galaxie d'Andromède, là, on va beaucoup plus loin. Donc, hormis pour l'astropaysage, bien évidemment, où là, on va avoir un premier plan donc, qui peut se trouver à une dizaine de mètres, comme une centaine de mètres, voire même à des kilomètres, mais ça reste en fait très proche par rapport au ciel nocturne. Donc, il faut savoir aussi que c'est une discipline qui est assez chronophage. Il ne faut pas compter ses nuits, entre guillemets. Donc, il y en a qui préfèrent avoir des enfants, il y en a qui font de l'astro. Voilà. Donc, j'ai arrêté il y a 7 ans. Et mon fils a 6 ans. Voilà, coïncidence, je ne crois pas. Et du coup, voilà, donc très chronophage, que ça soit pour la nuit, en fait, mettre le matériel, faire les photos, et le lendemain aussi, souvent le post-traitement qui demande énormément de temps. Donc le matériel qui est certes précis, mais qui est aussi très coûteux, hormis entre guillemets aussi pour l'astropaysage, où là on va avoir des coûts un petit peu moindres que pour le ciel profond, où on peut avoir des belles bébêtes comme on a ici une petite monture 8.6 Air Pro avec un 750 si je dis pas de bêtises, un 250-750. Non, 1000, ok, très bien. Et du coup, après aussi, il faut avoir des connaissances en physique et en optique, un petit peu quand même, parce que sinon on va pas aller bien loin, et bien sûr des connaissances en photographie, et ne pas rester en fait sur le mode automatique, mais aussi toucher un petit peu à tout, et aller sur le mode manuel. Donc, comme je vous disais, ça a des spécificités, et là on va se baser par exemple, on va faire une comparaison avec la photographie animalière. Donc il faut savoir aussi qu'à côté je suis ornithologue, donc j'aime beaucoup tout ce qui est les oiseaux. Et donc là on a un petit tarier-pâtre femelle, et en fait on se rend compte que pour le photographier ça va être totalement différent de la galaxie d'Andromède que vous avez au milieu et d'un paysage nocturne, donc là la Voie lactée, avec la petite comète Atlas Tucson, pardon pour la prononciation, qu'on a eu il y a quelques mois. Donc une photo qui a été réalisée en Charente. Donc pour la photographie animalière en général, on va avoir un sujet et une ambiance plutôt lumineuse, une seule prise, parce qu'on ne va pas faire d'empilement comme on va faire en astrophotographie, comme on va parler après. Donc là, une prise assez rapide aussi, 1/1600 de seconde, donc c'est comme pour la photographie sportive, c'est très rapide. Et puis des traitements après en post-prod qui sont plutôt rapides, donc 15-30 minutes, voire un peu plus si on veut traîner. Et quand on passe tout de suite au domaine de l'astrophotographie, et plus précisément au ciel profond, on va avoir tout de suite des photos beaucoup plus sombres, un milieu beaucoup plus sombre, et donc des objets qui éclairent très peu. Donc là, comme on le voit, on va devoir faire en fait beaucoup de prises, et des prises assez longues. Donc là, par exemple, de 35 secondes. Donc je reviendrai après, mais il y a des systèmes, des matériels
qui servent à compenser justement la rotation de la Terre pour avoir des images bien nettes. Parce que 35 secondes laisser l'appareil photo comme ça, on aurait des filets d'étoiles. Mais ça, on va revenir après et plus en détail. Et puis les traitements, bien évidemment, sont très fastidieux. Là, j'étais gentil, j'ai mis 2-3 heures, mais ça m'est arrivé au tout début, quand j'ai commencé, de passer 8-10 heures sur une photo de ciel profond. Et après, donc là, on va voir tout ce qui est l'astropaysage. Donc c'est aussi assez sombre, moins que du ciel profond, parce qu'on va avoir les lumières un petit peu globales qu'on a des villes aux alentours, ou la lumière qui va se refléter avec l'atmosphère terrestre. Puis on va voir aussi le premier plan, souvent qui peut être un petit peu éclairé. Et donc là, par exemple, on a 16 prises de 10 secondes, donc le temps est un petit peu moins long que du ciel profond. Et le traitement est aussi long, donc là, 1 à 2 heures, par exemple, pour cette image. Donc, comme vous l'avez un petit peu compris, il y a plusieurs domaines dans l'astrophotographie. Le plus connu va être l'astropaysage. Après, on va voir tout ce qui va être le lunaire, le ciel profond. On va avoir un petit peu de planétaire aussi. Et après, on va rentrer dans 2 domaines qui sont un petit peu particuliers et bien précis, tout ce qui va être le solaire et le cométaire. Merci. Et juste pour l'année, hop là, juste pour ça, ce qui est intéressant, c'est que Flavien, tu t'y connais en astropaysage et on va dire, oui, voilà, mon domaine c'est plutôt l'astropaysage, et je touche pas mal au lunaire aussi, et sans être lunaire. Et on va arrêter les jeux de mots. Et aussi un petit peu le ciel profond, mais je suis pas équipé comme un zinzin entre guillemets avec des grosses montures et des gros télescopes. Je reste avec une petite monture et puis un petit appareil photo et un téléobjectif. Et du coup, moi j'avais fait un peu de ciel profond essentiellement, et Vincent, qui est ici, lui, il fait du planétaire. Donc après, si vous avez des questions comme ça, vous pourrez. Mais vous voyez qu'on est un peu. Enfin, si on n'en fait pas longtemps, moi j'en ai pas fait longtemps, il faut se spécialiser forcément, parce que c'est pas les mêmes équipements, pas les mêmes matériaux, pas les mêmes techniques. Oui, tout à fait. Si on prend par exemple pour l'astropaysage, tout le monde peut en faire avec juste un appareil photo, un trépied, un appareil photo et un objectif. Que le ciel profond, ça va être beaucoup plus technique. Il faut obligatoirement une monture de suivi pour compenser justement ce phénomène de rotation de la Terre. Et après, tout ce qui va être le planétaire aussi, où il faut aller chercher très loin. Donc, Alors du coup, justement sur le matériel, voilà. Un minimum, il vous faut de quoi enregistrer. Alors ça, c'est un... Donc la question c'est, comment faire une super astrophoto en 3 minutes? Donc il vous faut acheter, soit, ici c'est un boîtier nu d'appareil photo numérique, donc qui permet de faire des photos. Ça c'est un réflexe, c'est une très bonne marque. C'est quand même bien d'avoir un appareil de qualité, si vous avez un réflexe. L'intérêt d'avoir un réflexe, c'est qu'on peut vraiment tout régler. La durée d'exposition, etc., différents poses, et ça c'est quand même assez important de pouvoir régler les choses. Ici c'est une caméra, ça c'est des tuiles pour faire du planétaire notamment. Donc Vincent, t'en as amené une, c'est ça de caméra? C'est un petit... Ouais, et pendant ce temps-là, et ça qu'est-ce que c'est? Évidemment. Donc je crois que j'ai tapé iPhone 15 sur Google, je fais une première photo, j'ai aucune idée si c'est vraiment ça ou pas. Et voilà. Donc, du coup, on vous montrera tout à l'heure une petite caméra que vous pourrez récupérer, mettre à votre poche, la revendre, c'est cher. Et il vous faut aussi, parfois, si vous visez loin, si vous ne faites pas des paysages, de quoi grossir, c'est-à-dire donc, soit par exemple, simplement un zoom d'appareil photo. Comme vous avez déjà vu, là, il y a des appareils photo, tout simplement celui-là. Là, c'est le blanc, il y a aussi le noir, voilà. Mais la différence, c'est juste la qualité. Le blanc est mieux dans ce cas-là, en particulier, parce que c'est Canon, et Tamron, c'est une marque un peu moins chère, mais c'est celui que j'ai acheté à l'époque. Et voilà, qui permet de zoomer. Mais vous voyez, pas besoin d'avoir forcément un télescope. On peut avoir déjà un truc d'appareil photo. Ici, vous avez une lunette de focale de 600 mm. Donc ça, c'est pas trop cher non plus. Je crois que ça coûte 300 €, quelque chose comme ça. Oui, ça doit être autour de ces voilà. prix-là. Ça aussi, ça coûte 300 € à peu près. Et là, c'est un... Alors, celui qui a c'est ça, je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Je fais pas trop de télescope, mais Célestron, oui, ça doit être du casse-grain, gros comme ça. Il est parti. Voilà. Voilà, la caméra. Ce que je vais nous montrer,
Ah, t'es pas obligé de... voilà. Si tu veux, ouais. Alors je sais même pas dans quel sens elle se... J'ai jamais manipulé, ouais. Ah, super. Si tu veux. Alors vas-y, explique-nous. Si tu veux. Alors en gros, du coup ça va être une caméra en fait un peu circulaire comme ça. Bon, en fait, là je sais pas si vous voyez, mais en gros au milieu là on a un capteur qui est l'équivalent de ce qu'on voit sur le Canon. C'est un peu un équivalent, sauf que c'est du coup spécialisé dans l'astrophoto avec plus de pixels et des réglages. Des réglages qui sont faits. Ouais. Alors là ça va. Qui sont adaptables en fait juste pour les images. Bon, là en l'occurrence c'est une caméra planétaire. Donc en fait on va la mettre vraiment là, si vous voyez sur le télescope là-bas, là où il y a le coude un peu qui sort, à la place, il y aura une photo après. Donc s'il y a en fait à la place d'un oculaire, en fait on va mettre la caméra en fait avec nos yeux et on va pouvoir en fait après sur l'ordinateur directement en fait récupérer les images et après faire du traitement qu'on verra après. Merci Vincent. Effectivement, voilà. Et alors là, vous avez vu, il a fait tomber le petit bitonio. Là, ça va parce qu'en fait, on n'est pas sur un champ astro. Parce que quand on fait tomber quelque chose sur un champ astro, il fait nuit. Et donc, du coup, on est comme ça à quatre pattes en train de chercher le truc, tu peux confirmer. Ah oui, je confirme. Voilà. Et donc, souvent, sur les montures ici, alors là, il n'y a pas. C'est nul. C'était mieux avant. À mon époque, on avait un truc ici pour poser tous ces bitonios là, comme ça, pour être sûr de rien faire tomber, en fait. Mais, alors. Du coup, j'ai fait un arrière, je suis nul. Voilà, et aussi il vous faut de quoi fixer. Donc juste avec un trépied, on peut faire des choses. Donc là, j'ai mis un trépied à l'appareil photo, un trépied à 50 €, je sais rien, 30 €, c'est à peu près un trépied. Là, c'est les montures équatoriales, c'est typiquement celle-là, c'est pas la même, hein, celle-là est mieux, je pense, qui permettent, notamment quand on regarde ici, de viser l'étoile polaire pour pouvoir s'aligner et compenser la rotation de la Terre. Donc c'est des montures qui, après, peuvent être motorisées, et peuvent faire tourner l'appareil photo pour pouvoir suivre le ciel qui se déplace. Enfin, le ciel ne se déplace pas, c'est la Terre. Et sinon, vous avez carrément, ce télescope avec la photo dont parlait Vincent. Ici, on voit, alors là, on a mis l'appareil à la place de là où on met les yeux d'habitude, mais on aurait pu mettre une caméra aussi. Donc suivant ce qu'on veut faire, des planétaires, c'est plutôt des caméras, c'est pour ça que je me doutais qu'il y en a une, et du ciel profond, c'est plutôt, par exemple, des appareils photo numériques. Si je peux me permettre, le ciel profond, on peut aussi mettre caméra refroidie. C'est tout aussi bien, hein. C'est Okay. même mieux, mais c'est plus cher. C'est l'appareil photo, en fait, c'est un peu le bas de gamme, entre guillemets. Et caméra refroidie, tout de suite, là, on est sur du un peu plus pro, entre guillemets. Alors effectivement, là, c'est un appareil photo de jour. C'est-à-dire que celui que je vais vous montrer, c'est un appareil photo normal avec lequel vous pouvez prendre des photos de jour. Donc si vous avez déjà un réflexe, nous on allait, donc du coup c'est pratique parce que vous pouvez faire aussi de l'astrophoto. Mais c'est pas spécifique, donc c'est moins bien qu'un matériel dédié. C'est tout à fait. Et du coup, côté optique en fait. Alors, un appareil photo, ça fonctionne comme un télescope. Il y a deux paramètres, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui vont être vraiment essentiels. Le premier, c'est la longueur focale. Donc normalement, vous avez tous eu des cours d'optique géométrique. Je vais succinctement les rappeler. La première, la longueur focale, d'un point de vue pratique, quand on regarde dans l'appareil photo, ça vous donne juste le champ en fait. Si vous avez quelque chose qui a une focale courte, vous allez voir beaucoup. Et si vous avez un zoom, on voit bien des fois, si vous avez déjà fait la photo où on zoome, d'un coup ça zoome un petit morceau. Donc là, c'est une focale de 300 mm, ça fait à peu près ça. Et là, alors ça dépend du capteur externe, mais pour l'ordre de grandeur, et là, ça serait une focale de 50 mm. Donc déjà, d'un point de vue précis, là, on va avoir tout ça comme image sur le capteur, et là, on va aller voir juste ça. Donc on va pouvoir plus grossir, évidemment, avec un zoom plus grand. Donc plus la focale est élevée, plus on va zoomer. Donc, grosso modo, aussi bien un télescope qu'un appareil photo, il y a la lentille. Et comme on filme des objets à l'infini, parce que même 10 km c'est l'infini, mais évidemment les étoiles c'est à l'infini, eh ben, le capteur il va se mettre au plan focal, donc à une distance égale à la focale. Comme ça c'est net sur le capteur. C'est pour ça qu'on va faire la mise au point. Et c'est avec une focale plus grande, du coup vous voyez que le capteur est plus loin, et du coup là aussi un angle de champ plus restreint. Donc en conclusion, soit j'ai une courte focale, j'ai un champ large, mais un grandissement angulaire faible,
soit au contraire j'ai un champ restreint, mais au contraire j'ai un grandissement plus fort. Alors vous avez peut-être vu les grandissements, si je prends une image, et puis elle va plus ou moins grossir suivant la lentille. Ici, comme on parle d'étoiles, enfin bon, peu importe, c'est les grandissements oculaires, mais peu importe, je m'embrouille. Alors, je vais vous faire voter. D'après vous, si je veux réaliser ce paysage-là, est-ce que j'achète un appareil photo? Est-ce que j'achète une optique où j'ai une faible focale? On vous dit, bah tiens, vous avez le choix entre un objectif 20 mm ou un objectif 20 mm c'est un petit, ou un 200 mm comme celui-là par exemple. Lequel vous choisissez? Alors, pour voter 1, vous allez tous lever la main pour dire 1, et pour voter 2, vous avez les mains en faisant 2 doigts. Est-ce que vous êtes prêts à voter? C'est au feeling. C'est un maxi. Allez-y, votez. Ouais, comment... Oui, alors il y a une majorité de 1, et en fait ici dans ce cas-là, la bonne réponse c'est 1. Je confirme aussi, hein. Ah oui, je confirme. Sinon, il y a des problèmes. Sinon, il y a un problème, d'accord. Donc là, c'est effectivement de l'astropaysage. Et donc l'astropaysage, globalement, on voit un grand champ. On voit beaucoup de choses. On ne va pas focaliser sur le petit truc qui est ici. Il y a un bidou de la porte. Là. On peut focaliser là-dessus. Donc là, c'est des faibles focales. Donc pour faire l'astropaysage, j'achète un truc genre 20 mm, grand angle. Votre appareil photo, c'est souvent du très grand angle. Les iPhones, je ne sais pas, c'est du 18 ou 8 mm. Je ne sais pas si tu as les... Je crois les téléphones, ça peut être encore plus ultra grand angle, comme on appelle ok. ça, les fisheye. Ouais. Et je crois qu'on peut descendre à 7-8 mm. Voilà. Des choses comme ça. Donc là, on a vraiment un champ extrêmement large quand vous faites de la photo à l'appareil photo. Au téléphone, excusez-moi. Ici, bah voilà, j'ai oublié. Donc là, c'est une photo de 30 secondes, une seule, et ça a duré 18 mm, mais il y a aussi, je pense, du montage photo. Enfin, Oui, là, il y avait du composite avant. ok, on est d'accord. Deuxième fois, pour prendre la... Vous reconnaissez ce que c'est? Non, la nébuleuse d'Orion, pour ceux qui connaissent. Du coup, là, vous ferez quoi, par exemple? Allez-y. Là, effectivement, c'est 2, tout à fait. La nébuleuse d'Orion, c'est quand même assez petit. Et donc ça c'est la meilleure photo que j'ai faite de ma vie. Et à part la photo de mes enfants, mais je parle d'un astrophoto, évidemment. De monde, franchement. Et là, effectivement, c'est du 600 mm. Et j'avais fait 80 prises et 20 secondes. Et c'était avec ça. Donc c'était cette lunette-là, avec une monture comme ça. Ça, c'est ma compagne, on était à Combay-Rouget, qui est juste au nord de Toulouse, à 20-30 minutes. Il fait assez noir là-bas, c'est bien. Et donc on peut faire des photos comme ça là-bas. Vous passiez une nuit, voilà, plutôt que de faire un enfant. On fait une photo. C'est la photo. Ah, mais on a le temps de faire les deux. Hein. Alors, c'est bon, il y a pas de prof ici, c'est bon. Alors, deuxième paramètre, l'ouverture, qui est le deuxième grand thème. Ce qu'on appelle l'ouverture, ça va être le rapport, ratio, par rapport, hein, aucun lien avec Caron, entre le diamètre et la longueur focale. Donc le diamètre, c'est effectivement le diamètre du télescope. Ici, tu disais que c'était à combien? 300 mm, c'est ça? 250, c'est le diamètre tout simplement du télescope. Et la longueur focale, tu disais 1 mètre. Voilà, ben, il y a une ouverture de 4. Voilà, c'est l'ouverture. Et ça, c'est hyper important parce qu'on imagine bien que plus le diamètre est grand, plus il y a de lumière qui va rentrer dans le télescope. Et plus il y a de lumière qui arrive dans le télescope, bah, plus l'image est bonne parce que justement, le problème de l'astrophoto, c'est qu'il fait noir. Et donc on voit beaucoup plus de choses, plus il y a de lumière qui arrive dedans. Et du coup, ce ratio-là, en fait, il va conditionner la quantité de lumière reçue. Et donc nous, en astrophoto, on va avoir intérêt à avoir ce ratio le plus grand possible. En gros, focale équivalente, le plus grand diamètre possible pour avoir le plus de lumière qui va jouer sur toute la suite. Aussi bien quand on fait de l'astrophoto ou simplement l'observation à l'œil nu. Hein. Parce que s'il y a plus de lumière, vous voyez mieux les images. Et dans un appareil photo, c'est un peu différent. Vous avez un réglage qui s'appelle le nombre de focales, ou le nombre d'ouverture ou l'ouverture. En fait, quand vous faites clic-clac, il ferme et il réouvre. Et en fait, il prend la photo, dans ce cas-là, par exemple, là sur le réglage 1000, l'ouverture de l'appareil photo peut être aussi petite que ça, jusqu'à là, en fait. Donc c'est un paramètre de l'appareil photo. En astrophoto, on va se placer là, pour avoir le maximum de lumière qui rentre. Et suivant les situations, ça peut être intéressant d'être ici. En photo de jour, quand il y a trop de lumière, on peut être jusqu'à là. Enfin, suivant les cas, suivant ce qu'on va faire comme photo, c'est pertinent de pouvoir régler ça pour la photo de jour. Pour l'astrophoto, globalement, on se place là ou là,
Et voilà. Parce que bon, après, il y a des qualités optiques qui jouent un peu, mais ça reste là-dedans. Hop. Du coup, si vous prenez un appareil photo numérique réflexe, vous avez 4 réglages possibles sur votre appareil. La focale, c'est ce qu'on disait, donc vous choisissez votre objectif, en fait, c'est plutôt l'objectif qui va le régler. Hein. L'ouverture, donc là on va mettre au max. Et donc souvent, quand vous êtes en mode automatique, il prend une photo, c'est lui qui calcule par exemple. Typiquement, si vous faites en pleine journée, si vous avez une ouverture de 1/16e par exemple, eh ben, ça fait un 125e de seconde, typiquement parlant. Voilà. Nous, vous a parlé plutôt de 20 secondes, 30 secondes. Donc ça, on va pouvoir le régler sur l'appareil photo. Et un autre paramètre qui s'appelle la sensibilité ISO. Alors on va pas en parler, excusez-moi. C'est un genre de gain numérique. Voilà, ça amplifie le signal, c'est quelque chose d'électrique. Si vous faites l'appareil photo collé au télescope, en fait, vous ne pouvez pas régler la focale et l'ouverture parce que vous avez acheté votre télescope. Et votre télescope, c'est un 250, 1 mètre, par exemple. Donc du coup, c'est fixé. Par contre, comme que vous faites avec votre caméra ou avec votre appareil photo, vous allez pouvoir régler la durée de pause. Donc ça, c'est télescope et ça, c'est ce qu'elle s'appelle. Est-ce que c'est bon pour... Et la question que vous allez vous poser, c'est quand vous dites, tiens, je vais faire une photo, comment je choisis ma focale et comment je choisis mon temps de pause. Et pour ça, on va regarder ça en détail. D'abord la focale, avec la question super simple. J'ai un objet à photographier et théoriquement parlant, j'aimerais qu'il prenne toute la photo. Parce que si ça fait juste ça, c'est nul, il n'y aura que 10 pixels et c'est pas intéressant. Et donc ça, évidemment, c'est la longueur focale. Tout simple. Alors déjà, sur la taille des objets, petite question. D'après vous, quel astre vous paraît le plus gros quand vous regardez? Est-ce que vous pensez, d'ailleurs je vous déconseille de regarder le soleil, mais vous pensez que c'est plutôt la Lune, le soleil ou les deux? Qui vous paraît le plus grand? Allez-y. Ouais, alors effectivement, il y a pas mal qui répondent 3. Et c'est effectivement à peu près pareil les deux. Donc on parle vraiment de ce qu'on appelle le diamètre apparent, qui n'est pas un diamètre, qui est un angle. Donc l'important, c'est ce dont on a l'impression, en astrophoto, hein, peu importe la vraie taille, c'est pas ça qui compte, c'est ce qu'on a l'impression. Donc par exemple, ici, cet angle-là est apparent, comme on est à l'infini, cet angle-là, c'est le ratio entre la vraie taille et la distance à laquelle ça se trouve. Alors, sinus, tangente, machin, on s'en fiche complètement, parce que tout ça, c'est très très petit. Donc c'est équivalent. Typiquement, l'ordre de grandeur, la Lune, c'est 0,5 degrés, par exemple. Le Soleil, c'est aussi 0,5 degrés. Et mon pouce au bout de mon bras, à peu près, j'ai vérifié, c'est 2 degrés. Ce qui fait, et ça marche pour l'autre aussi. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous regardez comme ça, vous vous dites, la Lune est plus petite que ça. C'est-à-dire que vous pouvez cacher la Lune avec votre pouce, en faisant ça, et pourtant, on a l'impression que la Lune est bien plus grande que ça quand on la regarde. Si vous avez déjà regardé la Lune, j'imagine. Voilà. Ça va me transformer. Hein. En fait, vous pouvez cacher la Lune très facilement, c'est vraiment très petit la Lune. Enfin, c'est très petit. Vu d'ici. Donc du coup, ça va être la longueur focale qu'on appelle le zoom dans la photographie chez les amateurs, on dit simplement le zoom ou la focale. Et le lien entre la taille que ça prend sur votre capteur L, c'est simplement L, c'est le diamètre apparent ou l'angle apparent fois la focale. Ce qui fait que plus vous avez une focale élevée, plus l'objet va être grand sur votre pellicule photo, enfin sur votre capteur, plus son diamètre apparent est grand, évidemment, plus c'est grand. Alors, on va voir, par exemple, en cas particulier, si vous voulez photographier Andromède. Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble Andromède? Ouais, j'ai mis une photo, c'est ça. Excusez-moi, c'est pas la bonne, c'est celle-là. Alors, je n'avais pas photographié des photos. C'est qui une caméra? Alors ici, je prends l'exemple d'un capteur dit APS-C. C'est les capteurs qui équipent des appareils réflexes moyenne gamme. Enfin voilà, donc il y en a qui ont des capteurs plus grands, donc ça coûte plus cher. Donc si on prend un capteur APS-C qui a une taille de 16 mm, c'est l'ordre de grandeur du capteur, donc c'est finalement assez petit. Hein. Andromède, ça fait globalement 1 degré de diamètre apparent de ce côté-là et 3 degrés de celui-là. Donc si vous mettez les 3 degrés comme ça plutôt, là je les mets en diagonale, ce sera peut-être mieux comme ça.
Et ben, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne qu'il faut une focale de 300 mm. Ce qui veut dire que cet objectif-là, celui-là qui doit coûter peut-être 300 €, un truc comme ça, ou quelque chose, je sais plus combien, d'occasion maintenant peut-être 50. Voilà. Et ben vous pouvez avoir, alors peut-être que cette photo-là c'est le bol, hein, mais vous pouvez avoir une photo d'Andromède en pleine, quasiment en grand sur votre photo, donc une résolution à 2000-3000 pixels. Et donc c'est très accessible. Pas besoin d'avoir un télescope pour photographier Andromède. Avec un appareil photo comme ça. Et moi, alors je l'ai fait même au 40 mm, c'est-à-dire un appareil photo, un truc standard. C'est un plus petit, mais on arrive quand même à voir quelque chose. Donc voilà, typiquement c'est le même que le blanc. Maintenant, pour photographier Saturne. Saturne, vous savez à quoi ça ressemble? C'est ça. Pas très intéressant non plus. C'est ça. Alors, d'après vous, pour photographier Saturne, qu'est-ce qu'il vous faut comme focale? À l'instant, vous diriez quoi? 200 mètres. Alors, on va voir. Vous avez réfléchi, voilà, d'après vous, est-ce que vous avez déjà regardé Saturne ou pas? Allez-y, votez, pour voir. En B. C'est quoi ça? Ah, non mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 2, 2, 3, 2. 2, 2, 3. 4. Alors on va regarder, Vincent, tu dois savoir à peu près. 3. Ah, oui. Pas sûr. Alors oui. C'est pour le mettre en... Hein? Ouais, mais tu mets en plus... Oui, et puis tu mets des multiplicateurs, etc. Et elle n'est pas sur le même capteur. Si toujours avec ce capteur APS-C, donc un capteur d'appareil photo standard, lui, son angle apparent, son diamètre apparent, c'est 18 secondes de degré d'arc. Ce qui veut dire 18 3600e de degré. Donc c'est énormément plus petit que la Lune. 18 divisé par 3600 fois plus petit que la Lune. En plus 18, 36, ça se calcule. Je sais pas combien ça fait, mais voilà, c'est petit. Ce qui fait qu'on trouve une focale de 180 mètres. Si on voulait que ça soit en pleine résolution sur mon capteur, sur un appareil photo réflexe, à 4000 par pixel. Si on veut juste que ça fasse 100 pixels sur mon appareil photo, j'avais calculé, il fallait 5,5 mètres. Vincent, lui, il a une, donc, ici qui fait 1 mètre, il a un multiplicateur ensuite de fois 4, 5, 6, 5, voilà. Donc, dans ces télescopes-là, celui qui est ici, la focale, ça se voit, c'est la taille du télescope à peu près. Hein. C'est alors de grandeur. Et donc du coup, il a un multiplicateur de focale, ce qui fait que c'est comme s'il avait un télescope de 5 mètres de long. Et il a une caméra qui n'a pas exactement les mêmes dimensions de capteur, etc. Donc ça change au final. Donc on peut arriver à le prendre en photo, mais pas avec un... C'est pas adapté à un appareil photo comme ça, réflexe. Et ce zoom-là de 300 mm, bah vous ne pouvez pas faire d'appareil photo, vous ne pouvez pas photographier Saturne avec, parce que ça serait beaucoup trop petit. Avec un 300 mm, vous n'y arrivez pas. Et le deuxième critère, c'est le temps de pause. Vous avez vu qu'on parlait de tout à l'heure 1/1600e pour l'oiseau, là, qui s'appelle je sais pas comment, la piaf. Ouais, on va dire ça. Mais oui, le temps de pause est très important aussi. Et, là, on va pas être sur des temps de pause voilà, très rapides comme 1/1600e de seconde, à part pour la Lune ou le solaire, où là je vous en parlerai un petit peu plus en détail par la suite. Oui, effectivement, oui. Là, je vais prendre l'exemple cet exemple-là, on va voir. Hein. L'idée, c'est quand on fait une photo, si vous l'avez déjà fait, vous avez des fois un histogramme de la luminosité qui vous dit si votre photo est cramée ou pas, si vous avez saturé ou pas. L'idée, c'est que votre capteur va recevoir une certaine quantité d'énergie, et quand ça dépasse un seuil, c'est cramé, mais il faut quand même essayer de remplir l'histogramme, quoi. Donc il faut que ça, à l'avance, ça se convertir en tension. Je ne connais pas les tensions qu'il y a dedans, mais supposons que c'est du 3 volts, si vous mesurez que du 0,1 millivolts, vous n'allez rien voir, quoi. Donc il vous faut une certaine quantité d'énergie qui va arriver pendant un certain temps. Cette quantité d'énergie qui va arriver sur votre capteur, qui va être reçue par un pixel, donc ça va dépendre de votre résolution de capteur, ça dépend de la surface du pixel, P étant la taille du pixel, donc P au carré, ça dépend de votre durée d'exposition. Donc si vous photographiez en 1/1600 de seconde ou en 20 secondes, c'est pas la même durée d'exposition. De l'ouverture, donc le rapport diamètre sur focale, parce qu'on avait dit que l'ouverture conditionnait la lumière qui arrivait, donc l'énergie. Donc plus ça va être grand cette ouverture, plus le temps d'exposition pour le même objet va pouvoir être petit en fait. Plus on aura de lumière à chaque instant,
et puis de ce qu'on appelle la luminosité apparente ou la magnitude de l'objet. C'est pas la luminosité absolue de l'objet, parce que si l'objet, comme ils sont à des distances différentes, ben, on n'a qu'une fraction de la lumière qu'ils émettent qui arrive jusqu'à nous. Donc ce qui nous intéresse, là, de la même manière que le diamètre apparent, c'est ce qui s'appelle la luminosité apparente, c'est celle que nous on voit depuis la Terre, et pas celle de la surface de l'objet. Et aussi de son angle apparent, ça va jouer aussi. Et au final, on a une formule qui est simple, qui dit que la quantité d'énergie, elle va être le produit de tous ces facteurs, notamment ça va être quelque chose qui va être fixé. C'est-à-dire ça, c'est votre capteur. Moi, mon appareil photo que j'ai, je crois que ça fait 2 micromètres ou 4 micromètres la taille d'un pixel sur le capteur. Donc ça, je ne peux pas jouer avec, parce que je l'ai acheté, voilà. Ou alors j'achète une caméra et c'est différent. Ça, c'est l'ouverture, le rapport diamètre sur focale. Ça dépend de votre télescope que vous allez acheter ou comment vous avez réglé votre appareil photo. Donc ça, c'est fixé globalement. Ça, c'est ajustable, le temps de pause. Et ça dépend de l'objet à photographier, de l'astre à photographier. On a vu la Lune, c'était alpha égale 0,5 degrés, et Saturne, c'était alpha égale 18 secondes d'arc, ça s'appelle. Et la luminosité, c'est pareil. Et donc, si je prends deux exemples, Saturne, alors la luminosité proportionnelle, alors peu importe un truc qui s'appelle la magnitude à exponentielle de moins 0,4, mais on va faire juste le ratio. Et on trouve que ce rapport-là, qui dépend de l'objet, il vaut 7,5, c'est juste une référence. Si je compare à Andromède, j'ai un angle qui est plus grand, et j'ai ce fait aussi qui change. Et Andromède, c'est beaucoup, beaucoup moins lumineux que Saturne. Saturne, vous la voyez d'ailleurs. Quand vous regardez le ciel, vous pouvez la voir à l'œil nu. Vous voyez un point qui brille. Andromède, pour la voir, il faut être dans un paysage assez sombre, il faut savoir où elle est, et ça fait, avec l'œil, une tache grise, mais honnêtement, moi je la vois dans un télescope, mais c'est une tache grisâtre, quoi. Donc c'est extrêmement moins lumineux. Parce qu'Andromède, c'est quand même, comme je vous ai dit, 3 degrés, c'est 6 fois plus grand que la Lune. Donc si c'était aussi lumineux que la Lune, on la verrait tout le temps. Donc c'est extrêmement peu lumineux, la galaxie d'Andromède, en apparence. Et du coup, on arrive, tiens c'est étonnant, ça, c'est à 3 fois 10-6. Donc en gros, on a un facteur 2 millions entre les deux. Et ça va conditionner finalement le temps de pause qu'on va pouvoir faire, ou le choix des capteurs, le choix de l'ouverture, etc. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus long de photographier Andromède que de photographier Saturne. Et donc on a deux problématiques différentes suivant ce qu'on... Alors, on a vu tous les domaines de l'astrophoto, mais il y en a deux vraiment qui se séparent bien, enfin un peu tous, mais entre le planétaire, on a un petit diamètre apparent, c'est vraiment microscopique par rapport à la Lune. C'était 500 fois plus petit ou quelque chose comme ça. Par contre, le flux de lumière est très élevé, c'est très lumineux. Et donc du coup, on a des grandes focales et des temps de pause faibles, peut-être typiquement 1/60e de seconde ou 1/30e de seconde. Après, on peut faire plein de photos, mais typiquement, c'est ça. Et ce qu'on appelle le ciel profond, c'est les objets plus ou moins grands, comme Andromède, avec un diamètre apparent moyen, mais extrêmement faible, gris, on va dire, qui ont une très faible luminosité. Et du coup, on va avoir des focales moyennes, typiquement 300 mm, 600 mm, voilà. Par contre, des temps de pause extrêmement longs. Et c'est pour ça qu'on va avoir donc du coup deux techniques et deux matériels différents. Et des logiciels différents qu'il va évoquer. Et du coup, on a vu sur le temps de pause long, pour terminer, on va laisser la main à mon collègue, qu'est-ce qui va limiter le temps de pause? Alors vous pouvez dire, tiens, j'ai qu'à faire une photo de 1h30 en fait. Il suffit que j'attende et faire autre chose pendant ce temps-là. Donc supposons que vous êtes une photo au trépied. Si vous avez déjà essayé de photographier le ciel au trépied, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. Enfin, ouais, certains. Et normalement, on peut voir quelque chose comme ça, alors peut-être pas aussi joli. Hein. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on voit ces ronds? Hein? Les images se superposent. Pas tout, c'est une seule photo, ça. Non, oui. c'est pas du tout une seule photo. Elle a triché? Non, c'est du stacking. Là, en fait, il y a eu, je crois qu'il y a quasiment 1h30, il y a 90 photos de 30 secondes. Et en fait, mais sur chaque photo de 30 secondes, on voit bien le filet d'étoiles. Ah oui, ok, d'accord. Et en fait, une circumpolaire, on est obligé de faire de l'empilement avec des longs. Oui, non, okay. là, si on laisse poser 1h30, premier plan, toute la photo est blanche en fait. On crame le capteur. On crame le capteur, ok. Mais effectivement, donc si on fait juste 30 secondes, on voit quand même un petit filet. Et donc pourquoi il y a ce petit filet? Évidemment, c'est parce que la Terre tourne. Donc on a la Terre, et hop, elle tourne. Donc c'est pour ça.
Donc voilà, bah, typiquement, une photo un peu cradouille, où on fait une photo fixe, et vous allez voir ça en fait. Et ça c'est moche. C'est-à-dire que si vous voulez photographier la galaxie d'Andromède, j'ai cliqué sur internet. Si vous voulez photographier la galaxie d'Andromède, vous allez avoir un truc bien moche quoi. Donc du coup, de quoi ça dépend cette longueur, combien ça va prendre de pixels par exemple, ou quelle taille ça va prendre sur le capteur. Ça va dépendre évidemment du temps de pause, de la vitesse de rotation de la Terre, donc on sait que ça fait un tour complet en 24 heures, de la longueur focale aussi, plus on zoome, bah, ça va pas être pareil que pour un grand angle, et puis de ce qu'on appelle la déclinaison. La déclinaison, c'est l'angle relativement au polaire, à l'étoile polaire, c'est-à-dire l'axe de rotation. Quand on photographie ici, on voit que ça ne bouge pas beaucoup, en même temps de pause. Quand je photographie quelque chose qui est très proche de l'horizon, ça va se déplacer relativement beaucoup plus vite. Donc là, on a encore une formule qui est un peu plus simple, qui nous dit simplement, bah voilà, le temps de pause, vous allez pouvoir choisir si vous dites, bah tiens, je ne veux pas que ça dépasse 3 pixels par exemple. Parce que vous voulez vraiment une jolie photo, et ben ça va, du coup, vous allez pouvoir le calculer, et le faire. Alors en pratique, on ne calcule pas, en pratique, on fait un test, on regarde combien ça fait de pixels, et puis on ajuste. Mais on pourrait théoriquement le calculer. Si vous avez la vitesse de rotation de la Terre, c'est fixé, évidemment. La focale et la déclinaison, le cos de delta, bah ça va dépendre de ce que vous voulez photographier. Et aussi de l'heure à laquelle vous photographiez, parce que suivant l'heure, les constellations, tout ça, ne sont pas forcément au même endroit dans le ciel. Ce qui fait qu'en pratique, voilà un exemple, hein, la Lune c'est moyennement grand, par contre c'est extrêmement lumineux. Donc là, une prise de 1/2 centième de seconde, et vous voyez, on ne voit pas que ça bouge. On ne voit pas même si je zoomais, c'est extrêmement net, ou de l'ordre de pixels. Par contre, celle-là, alors, oui, c'est pas la télé, 30 minutes. Ouais, c'est ça, je pense que celle-là, il n'est pas fait de... Ça paraît crédible. Ah non, là il y a du Là aussi, stacking. sur Ah oui, 30 minutes, sinon la photo est totalement cramée. Ah oui, aussi. d'accord, mais ça... Et là, en gros, là il y a 30 minutes, en gros, plein de... Mais ça, cette trace-là, c'est... Ah, 30 minutes total, Oui. tu penses que c'est? Oui, le total c'est 30 minutes, et en gros, si on veut par exemple, je sais pas, si des pauses de 30 secondes, on va voir des tout petites filets d'étoiles. Ah oui, d'accord. En fait, Mais quand on les ajoute, par contre, ça fait bien 30 minutes. Oui, ça du coup, ça fait 30 Voilà, ok. minutes. Donc c'est là le message, effectivement. Ça fait 30 minutes. Voilà, l'ordre de grandeur sur une focale d'environ 30 mm. Donc c'est plutôt grand angle. Donc quelque chose qui voit grand, parce qu'on veut photographier un paysage. Donc si vous attendez 30 minutes, vous aurez des tâches à peu près comme ça. Sauf qu'il ne faut pas faire 30 minutes pour d'autres raisons, qu'il a évoquées, sinon on n'arrive pas à photographier. Et du coup, ce temps de pause, comme il est limité, je ne vais pas pouvoir faire des photos de 1h30 avec une seule prise. Du coup, on va passer ces fameuses montures-là, qui s'appellent les montures équatoriales, qui permettent de suivre. Si je peux te couper, oui, vas-y. Montures équatoriales, en fait, c'est des montures plutôt nomades, entre guillemets, qu'on va pouvoir balader facilement. Ça va être plutôt des grosses montures de suivi, oui, qui se basent sur l'étoile polaire, mais plutôt ce qu'on appelle dans le jargon de l'astrophotographie, même l'astronomie. Monture équatoriale, c'est plutôt pour des petites montures. Je pensais que c'était juste... Si on les appelle aussi montures équatoriales, mais c'est juste des montures de suivi équatorial, on pense plutôt à les petites montures nomades. Mais ça se base exactement sur le même principe. D'accord, j'avais une autre terminologie, moi j'avais les montures XY du type, je sais plus quoi, le machin truc là. C'est des années 80 ça je pense. Non, ça existe, le fameux Dobson. Le Dobson, voilà, le Dobson fonctionne comme ça. Il y a les montures azimutales aussi. Voilà. Ça va être et les autres ont dit, je vais faire des montures qui sont, pour moi équatoriales, c'est juste... en fait, ils ont 2 axes de rotation. Enfin, ils ont plusieurs... On pilote pas en XY, on peut pas déplacer comme ça en fait. On va suivre. Ça va être... Il y avait des axes qui vont être fixés, alors ça fait longtemps que j'ai pas manipulé. Mais cet axe-là, il est fixe. Ils vous feront des démos dans les ateliers sûrement. Mais en fait, pour aller chercher une étoile quelque part, c'est compliqué, c'est pas les angles auxquels on imagine, c'est pas juste comme ça, comme ça. Mais c'est fait pour pouvoir suivre les étoiles. Donc on vise le nord polaire, et ensuite, s'il y a une étoile là, hop, ça la suit automatiquement. Il y a un moteur dedans, et il tourne à la bonne vitesse pour compenser 24 heures de rotation, enfin 360 degrés en 24 heures. Donc on a à l'intérieur des moteurs, et justement la durée de pause dans ce cas-là, elle va dépendre de la qualité du suivi. Quand vous allez viser par ce petit trou-là l'étoile polaire, si vous vraiment un peu à côté, parce que c'est un peu décalé, vraiment le bon axe,
eh ben, votre qualité de mise en station, c'est-à-dire est-ce que vous êtes précis ou pas. Alors pour ça, pour être précis, il faut bouger les trépieds ici, il faut machin, il faut regarder, il faut viser, il faut bouger ce trépied-là, etc. Bon, à mon époque c'était galère, peut-être ça a évolué, mais ça va déterminer la qualité de suivi. Si vous n'êtes pas parfaitement aligné avec le bon axe, évidemment, ça va être bon. La conception des moteurs aussi, les engrenages. Il y a, si les engrenages ne sont pas parfaits, par exemple, ça peut faire des défauts de suivi, ou le moteur qui ne va pas parfaitement de manière régulière, donc ça fait tac-tac, ça peut avoir des à-coups. Donc évidemment, plus vous payez cher, et plus vous pouvez avoir un super suivi. Et autre chose qui est important, c'est les avions qui passent. Alors évidemment, je ne vais pas dire ça à l'école aéronautique, mais pensons au spatial. Voilà, vous avez régulièrement des satellites, des avions, plutôt, je pense couramment des satellites qui passent. Et donc si vous avez fait une photo de 1 seconde, vous pouvez avoir des fois des satellites qui sont très visibles et qui sont plutôt lumineux quand vous faites par rapport à Andromède par exemple. Donc conclusion, à cause de tout ça, je pense que j'ai mis un titre, on va être obligé de... ça va être embêtant, donc du coup on va ajouter des pauses. Allez, hop, merci. Bon, fini les formules et là, moins de blabla, plus d'images. Parce que je sais que vous en avez un petit peu marre, là ça commence à vous fatiguer, et il y aura plus d'images là. Donc on va partir sur les 6 différents domaines de l'astrophotographie. Je vais peut-être me répéter un petit peu avec ce qu'a dit JF, mais vous allez voir, c'est pas compliqué, vous allez comprendre tout de suite. Donc on va se baser d'abord dans un premier temps avec l'astropaysage, donc qui va être des images de la voûte céleste, du ciel entre guillemets, avec un paysage. Donc on peut avoir très bien une voie lactée avec un premier plan. Bon là c'était une forêt, c'était pas exceptionnel en soi. Ça il me semble que c'était en Sarthe, dans la Sarthe. Ça du coup JF l'a montré, une circumpolaire. Donc là on va chercher à viser l'étoile polaire et à laisser un long temps d'exposition. Donc par exemple là de 30 secondes pour faire apparaître en fait ces petits filets. Et là il me semble oui, il y avait quelque chose comme 90 images de 30 secondes. Donc je devais avoir 1h30 ou en tout je crois que j'avais 1h30, 1h15. Elle est récente cette photo faite en Charente. Et là on va mettre en avant plutôt le premier plan avec la voûte céleste. Là c'est plutôt un cliché artistique. Et puis on peut voir aussi très bien comme vous l'avez certainement vu à 2 reprises cette année, au mois de mai et au mois d'octobre. Si je dis pas de bêtises, les mêmes jours, ça va être le 11 à chaque fois. Les aurores boréales, donc là un panorama, parce qu'on peut aussi faire des panoramas. Un panorama de, je crois, il y a une 40aine de photos, et il me semble qu'il est à 360 degrés. Donc vous allez le voir de toute façon après, je vais l'expliquer. Mais on peut aussi faire pas mal de choses. Donc là, on va plutôt se baser pour faire ces types de photos avec du grand angle, limite fisheye. Donc là, on va aller chercher du 10, 15, 20, 24 mm, ça commence à être pas mal. On va chercher aussi une grande ouverture. Donc là, on va vouloir beaucoup de lumière en peu de temps. F1.8, F1.4. Pour ceux qui font un petit peu de photos, ça va vous paraître singulier. Mais en gros, c'est très lumineux et comme l'a montré JF sur ses photos, quand on avait le diaphragme, c'est le diaphragme où on voit en fait qui est beaucoup ouvert. Après les ISO, là en fait, on cherche toujours à avoir le moins d'ISO possible sur ces photos parce qu'on fait apparaître pas mal de problèmes, tout ce qui va être le grain, le bruit, la qualité numérique qui va pas être optimale et les défauts atmosphériques parfois aussi. Donc là, en gros, on va essayer de viser entre 800 et 6400 et tout ça, bien évidemment. Je l'entends beaucoup sur les réseaux sociaux, on me le demande beaucoup. J'ai ça. Comment je fais pour régler mes ISO ? D'un appareil à l'autre, c'est complètement différent. On peut avoir un capteur plein format ou un capteur APS-C et ils vont pas avoir le même, comment on peut dire ça, la même surface. Donc ils vont pas absorber la même quantité de lumière pendant le même temps. Donc en fait, on peut pas avoir vraiment des ISO précis. Je peux pas dire là tu te mets à 1500 ISO et ça te fera une belle image. Waouh, non, ça dépend du matériel, du milieu aussi dans lequel on est. Donc les ISO, c'est pour ça que ça varie beaucoup. Là, on a des petites pauses souvent de 10 secondes sans suivi. Donc là, j'ai mis un petit astérix parce que justement, pour préciser que le suivi, on le fait avec une monture de suivi. Donc là, ça va être du 13 secondes, là 30 secondes, et là, du coup, il y avait une monture de suivi, par contre, où il y avait je me semble que c'était 60 secondes. Mais en général, quand on n'a pas de monture et qu'on veut se lancer dans l'astropaysage, avec un petit peu ce matériel-là, un grand angle, je sais pas, de 15 mm qui ouvre à 2.8, on se met à des ISO peut-être autour de 3200
et on met des pauses de 10 secondes, on va peut-être tirer le meilleur de l'image qu'on pourrait avoir, entre guillemets. Et donc là, j'explique trépied, appareil photo, plus objectif, et pourquoi pas, du coup, comme pour cette image-là, une monture équatoriale. Le problème d'une monture équatoriale, monture de suivi, c'est que si je compense la rotation et que j'ai du coup une image nette de ma Voie lactée, le premier plan, vous doutez bien qu'il ne va pas être aussi net que ça. Donc ça, en fait, le but, c'est de faire d'abord donc de mettre la monture, le trépied, monture, appareil photo, de faire notre ciel. Donc là, il devait y avoir peut-être 10-15 photos de 60 secondes. Donc on les fait. Et après, en fait, on éteint la monture, donc le moteur, pour pas qu'il y ait de suivi. Et on refait, par exemple, 10 photos de 15-20 secondes peut-être, avec peut-être un peu plus d'ISO ou plus de temps d'exposition. C'est à son goût, c'est en faisant des tests, pour justement avoir le premier plan qui soit bien net. Et par contre, notre Voie lactée sera floue. Mais ça, en fait, avec des logiciels de traitement en post-prod, on va pouvoir justement avoir notre calque premier plan et faire superposer la Voie lactée correctement sans trop déformer entre guillemets la réalité. Après, c'est un type de photographie que je faisais beaucoup quand j'ai acquis une petite monture, comme celle-ci, la monture, une petite Skywatcher Star Adventurer avec le mode Wi-Fi. Donc j'en sais beaucoup, mais je trouve que on déforme très peu la réalité, mais c'est quand même pas hyper éthique. Et je préfère maintenant utiliser la monture pour aller chercher des objets plus loin dans le ciel et faire des images de nébuleuses et de galaxies. Donc voilà un petit peu pour l'astropaysage. Donc là, je vais vous montrer quelques photos qu'on peut faire. Donc là, par exemple, là, c'est aussi une image entre guillemets composite, premier plan du coup qui était flou de base quand je vais chercher la Voie lactée. Et donc là, en gros, on va chercher à avoir notre premier plan net et le ciel net, et on vient les remettre en superposant. Après, on va avoir aussi, voilà, ce type de photo. Donc là, c'est un panorama qu'on va chercher, qu'on appelle mini-planète, sauf que là, c'est l'inverse du mini-planète. On va voir le ciel en fait en rond et pas juste le paysage en rond. Et donc là, on a une image à quasiment 360 degrés, à 360 degrés pour obtenir ce résultat. Et là, ça devait être des petites pauses de 10-13 secondes. Donc voilà, et avec des logiciels aussi, on peut faire du panorama. Et c'est assez sympathique. Après, donc là, on peut faire très bien aussi des panoramas de Voie lactée à 360 degrés, encore une fois. Donc là, chez moi, d'où je suis originaire, donc du sud de la Seine-et-Marne. Et là, pourquoi j'ai mis cette photo aussi, c'est qu'il y a un petit phénomène atmosphérique donc, qui est intéressant. Ça va être, je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est des petites vagues vertes, violettes, qu'on appelle en fait un phénomène d'Airglow. Donc c'est pas comme des aurores boréales, ça se produit c'est un peu similaire. Mais en gros, pour vous expliquer, c'est pendant la journée, le soleil va taper très fort, les rayons UV vont venir taper très fort l'atmosphère. Et vous savez que l'atmosphère est constituée d'atomes, comment ça s'appelle, tout ce qui va être l'oxygène, azote, si je dis pas de bêtises. Et en fait, à la tombée de la nuit, souvent c'est au début de la nuit, 20, 22, 23 heures, en fait, on va avoir un phénomène de chimiluminescence. Les rayons UV vont venir exploser j'en perds le mot. C'est pas des atomes, c'est des molécules. Voilà. Qui vont venir faire exploser ces molécules présentes dans l'atmosphère, et ce qu'on appelle le phénomène de chimiluminescence. Ça va faire de la lumière, et en fait, en fonction de ce qu'on a dans l'atmosphère, on va avoir, par exemple, le vert et le rouge, ça va être tout ce qui va être l'oxygène, mais à une différente altitude, c'est pour ça qu'on a des couleurs différentes. Le jaune, c'est pour j'ai peur de dire du bêtise, du soufre, mais c'est très rare. Et puis après, on va avoir le violet plus communément. Donc voilà, et deuxième, du coup, on va retourner sur cette photo. Donc je vous l'ai agrandi un petit peu, et on va même l'agrandir encore une fois de plus. Donc là, comme je vous ai expliqué, en fait, on est à 360 degrés. Donc on a le nord vraiment centré, on a le sud ici, et puis ici, du coup. Et là, en fait, je voulais vous parler aussi, donc on a ce qu'on voit le plus souvent chez les aurores, donc du rouge sur du orange, ça va peut-être pas trop, du rouge sur du rose, ça va peut-être pas trop le faire. Donc l'aurore ovale, donc c'est l'arc vraiment auroral qu'on voit pas mal quand on a les piliers qui apparaissent. Et donc ça, c'était au mois de mai dernier, le 11 mai, et j'ai eu la chance en fait d'obtenir on appelle ça des aurores à protons, donc qui est un phénomène assez rare. Je pourrais pas vous expliquer, c'est trop scientifique là pour en parler, et puis j'ai pas les connaissances actuelles, mais en gros un petit phénomène rare. Et puis on a aussi l'arc SAR,
donc qui est là, qui part comme ça et qui revient hop, ici et qui vient faire ça. Ça en fait c'est un arc qui vient se mettre juste avant qu'on voit les aurores boréales. Et ça c'est un peu les prémices des aurores boréales, sauf que c'est différent des aurores boréales qui ont tendance à bouger. Là c'est vraiment en fait un voile rougeâtre assez particulier, un peu laiteux, moche entre guillemets, mais en gros quand on voit ça, c'est-à-dire que les aurores elles sont juste au-dessus, aux latitudes un peu plus hautes du coup, si on va chercher des aurores. Et du coup voilà, donc une photo réalisée en mai dernier au nord d'Orléans, donc un peu plus haut que le centre de la France. Après on va passer sur le lunaire. Donc là quelques images, donc il y a plusieurs méthodes aussi de photographie lunaire. Donc la plus simple peut-être que vous connaissez, ça va être ce type de photo, où c'est juste de l'empilement et encore les couleurs, vous me dites pourquoi il y a du bleu, du rouge, du orange sur ces photos de lune. La lune elle ne ressemble pas du tout à ça. Je vais vous expliquer. Mais d'abord je vais vous parler aussi de ce phénomène où en fait on va faire apparaître la lune bien pétante, un peu en 3D, qu'on appelle un phénomène de HDR. Donc c'est un traitement HDR. Et en anglais c'est Height Dynamic Range. Donc on va faire venir en fait comme si la lune venait vers nous, en effet un peu 3D. Donc c'est un côté artistique, mais aussi beaucoup d'astrophotographes utilisent cette méthode-là actuellement pour montrer des photos de la lune. Et les couleurs, pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée dans la salle pourquoi il y a des couleurs comme ça sur la lune? Donc là, bien évidemment, c'est des photos entre guillemets artistiques, mais aussi scientifiques. Parce que les couleurs ne sont pas là pour rien. J'ai pas pris une pipette et hop, je te balance du bleu, je te balance du orange. Non, non. Est-ce qu'il y en a qui ont une petite idée dans la salle où j'explique sinon? Oui. Tu veux le micro? Non, t'inquiète. C'est pas les différentes compositions des roches? Oui, tout à fait. En fait, c'est comment expliquer ça? C'est les teintes en fait que les minerais vont avoir sur la Lune. Donc tout ce qui va être en bleu, vert. Donc là, j'ai pas trop de vert, mais peut-être un peu plus sur la dernière. Bleu-vert, en fait, ça va être les minerais d'oxyde de titane qui sont présents sur des régions assez particulières de la Lune. Et tout ce qui va être orange, jaune ou rouge, ça va être les minerais d'oxyde de fer. Logique quand on pense au fer, du coup. Et du coup, c'est pas mal en post-prod d'exagérer entre guillemets un petit peu ce phénomène pour montrer en fait le côté scientifique de la Lune. Elle n'est pas toute blanche en réalité, même sur des photos brutes. En fait, on voit qu'il y a par moment sur certaines photos qu'il y a le bleu et le rouge orangé qui cherchent à venir entre guillemets. Et le fait d'empiler justement beaucoup d'images, ça nous permet d'avoir une souplesse pendant le post-traitement sans détruire l'image et petit à petit par calque faire apparaître ces couleurs des minerais. Donc pour le lunaire, donc là on va avoir bien évidemment une longue focale, on va chercher à aller loin, parce que la Lune est quand même, comme on l'a dit, 0,5 degrés, si je dis pas de bêtises, donc c'est quand même assez petit. Mais en fait un 200-300 mm c'est vraiment le minimal qu'on va aller chercher. Donc par exemple là le 70-200, on peut quand même voir la Lune à 200 mm, mais on n'aura pas autant de détails que des images comme ça. Oups, pardon. Que des images comme ça où là on va être beaucoup plus proche. Je crois que j'étais à 1200 mm, quelque chose comme ça, avec un doubleur de focale. Mais ça je reviendrai après. Ouverture assez grande, donc là on va pas chercher à avoir la plus grande ouverture, on va chercher en fait à l'augmenter 2 fois au-dessus, à 2 stocks au-dessus comme on appelle ça. Donc par exemple le 70-200, imaginons il ouvre à 2.8, bah, je ne vais pas me mettre à 2.8, je vais me mettre à 4, donc f2.8, f3.5 et f4, pour en fait, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait c'est été prouvé du coup scientifiquement, que quand on ouvrait 2 fois plus, on fermait un petit peu 2 fois plus l'ouverture, le rapport qualité-bruit et le rapport qualité-signal étaient légèrement meilleurs. J'ai toujours fait ça, je ne sais pas s'il y a vraiment une grande différence, mais voilà. Et sinon, vous pouvez chercher une ouverture bien évidemment assez grande. Les ISO le plus bas possible, parce que la Lune est un objet qui éclaire beaucoup, donc là-dessus, il n'y a pas de problème pour les ISO. Et là, on va chercher aussi des pauses rapides, donc un 8 centième de seconde, un 2 centième, un 4 centième. Souvent, j'aime bien mettre un 4 centième ou un 8 centième de seconde pour avoir des images vraiment nettes et précises. Ou sinon, on peut aussi faire par vidéo. Il y a un astronome qui est plutôt connu sur les réseaux, peut-être que vous le connaissez, Astronophilos, qui fait pas mal d'images de la Lune. Et lui, je sais qu'il récupère ça pas par photo, mais par vidéo. En fait, il va prendre ses vidéos, il va prendre des vidéos de la Lune, et va venir récupérer les meilleurs frames, donc les meilleures images de sa vidéo, pour venir ensuite les empiler et avoir des images vraiment nettes et précises au final.
Et après, donc là, un trépied, un appareil photo, un objectif, un téléobjectif plutôt, ou un télescope. Et après, même si on veut aller encore plus loin, on peut mettre ça sur une monture. Les montures de suivi maintenant ont des modes stellaires, solaires, lunaires, donc on peut très bien en fait suivre la Lune avec ce genre de monture. Donc là, quelques photos, et puis là, une photo aussi, c'est du composite, donc c'est comme je dis, j'aime pas trop faire ça, mais là c'était bien pour montrer justement, c'était au mois de janvier 2024, là, en début d'année, ça devait être sur Caen, ça. Il y avait du coup Jupiter qui était pas très loin de la Lune avec ses satellites, là je crois les 4 sont là, mais on les voit très très mal parce que c'est compliqué au 600 mm d'aller chercher, Jupiter. Et puis là, du coup, c'est avec cette photo qu'en 2022, j'ai gagné un prix, un concours mondial. J'étais lauréat, j'ai fini 3e avec cette photo. Et ce qui a plu au jury, en fait, c'est le côté justement un petit peu artistique, sortir du côté vraiment scientifique, mais garder à la fois aussi ce côté scientifique, un petit peu exagéré, justement, pour montrer, comment ça s'appelle, les différentes teintes de couleurs présentes sur la Lune en fonction des minerais présents sur le sol de la Lune. Après, là, on va passer sur le ciel profond. Donc, faire un petit quiz. Est-ce que vous reconnaissez les 4 cibles? Est-ce qu'il y en a qui peuvent les donner dans l'ordre? Pensez. De quoi? Ok. Il n'y a personne qui veut répondre? Vous en connaissez au moins une ou deux? On en a parlé de deux tout à l'heure. J'ai entendu Orion. Est-ce qu'il y a dit Orion? Ça, laquelle? En bas à droite. Là, ici? Oui. Non, ça c'est les Pléiades. M45. Orion est sur la photo. Est-ce que tu savais la reconnaître? Voilà, ici. Orion. Après, celle-ci, bon, ça, il n'y a pas trop de difficulté. Andromède. Et celle-ci? Comment? Comment? La galaxie du Triangle. Donc, qui est assez grande, facile à prendre en photo, mais en fait qui est très peu lumineuse. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas souvent. Donc, le ciel profond, oui. Celle qui est en second premier, elle s'appelle comment la galaxie? Celle-ci? Non, Andromède, juste ceux qui Andromède. Ah, là ça, alors, le nom. Non, je crois pas, non. Non. Donc du coup, pour revenir, là on va chercher, comme on l'expliquait, à avoir des longues focales, donc 200 mm, pour aller chercher par exemple les Pléiades, c'est très jouable, pour aller chercher Andromède, c'est jouable, même la nébuleuse d'Orion, parce que c'est assez grand, et même en soi, la galaxie du Triangle, c'est largement jouable parce qu'elle est assez grande. Et après, pour des objets plus petits, donc on peut aller chercher vraiment très loin, donc 1500 mm et plus, et là après on part sur des télescopes, donc le ciel profond, comme on l'appelle, c'est le ciel profond. On peut aller de 200 mm jusqu'à l'infini en soi. Après l'ouverture, là, on va chercher à avoir la plus grande possible aussi, pour faire rentrer le plus de lumière possible, parce qu'on a des cibles qui sont peut-être plus lumineuses que le ciel noir, mais le ciel en fait est tellement sombre qu'on ne voit pas grand chose. Pour les ISO, là après je ne sais pas, parce que moi j'ai mis pour moi personnellement, quand je fais de l'astro avec la monture équatoriale, un Canon R7 ou 7D, et puis j'ai soit un Tamron 70-300 que j'utilise à l'époque, ou un Sigma 150-600. Je varie entre 200 et 2500, mais comme je l'ai dit, les ISO, ça varie beaucoup en fonction de la cible. Donc les pauses, elles peuvent aller de 30 secondes à 180 secondes, avec suivi obligatoire par contre. Parce que sinon, vous allez avoir des images, vu qu'on va chercher loin, avec des filets d'étoiles, et c'est pas ce qu'on recherche dans le ciel profond. Et là, donc du coup, monture de suivi, bien évidemment, télescope, lunettes astronomiques, téléobjectif, appareil photo et caméra refroidie. Voilà. Donc là, on va faire encore un petit quiz. Là, ça commence à commence à être un peu plus complexe. Oui? La raison que gauche, c'est la rosette. Ouais, déjà c'est la rosette. Et à droite, j'ai M8. M8, oui, M12, je suis pas sûr. Et les noms, tu sais pas? Ouais, Trifid et... Ouais. Dans quel ordre? Ouais. C'est bien, il y a des connaisseurs. Et donc voilà, tout à fait. Donc là, en gros, la nébuleuse de la rosette. Et en fait, ça a été fait avec un appareil défiltré. Je ne vais pas m'éterniser sur ça.
Le défiltrage, en fait, là, on va défiltrer en fait une raie de notre bande passante, donc dans la gamme de longueur d'onde visible et même un petit peu d'invisible. Et là, en fait, on va venir défiltrer, enlever le filtre bleu, si je dis pas de bêtises. Mais là, ça va commencer à être compliqué. Là, on rentre dans de l'optique. Mais en gros, vous expliquez, le défiltrage, le filtrage, on va mettre en avant l'hydrogène ionisé présent dans l'atmosphère et sa longueur. Oula, je suis en train de me perdre. Les nanomètres, en gros, c'est 656,3 ou 5, quelque chose comme ça, nanomètres. Et on va chercher en fait à booster cette longueur d'onde, voilà, c'est ça que je cherchais, pour faire apparaître justement l'hydrogène ionisé qui éclaire un petit peu en rouge dans l'atmosphère. Avec un appareil photo non défiltré, on verrait aussi la nébuleuse de la Rosette, mais beaucoup moins rouge pétante, et en fait elle serait beaucoup plus pâle, et puis on verrait beaucoup moins en fait. Et là du coup après, nébuleuse de la Lagune et de Trifide, et là donc là c'est avec un appareil photo non défiltré. Et présent en fait c'est dans le bulbe galactique. Vous remontez un petit peu et vous voyez en fait, donc vous avez la Voie lactée. J'ai peut-être les photos si je reviens en avant pour vous montrer que ce soit plus compréhensible. Là, si je dis pas de bêtises, ça doit être la Lagune et la Trifide est juste au-dessus, mais là on voit quasiment rien, mais c'est pour vous expliquer que ça se trouve dans le bulbe galactique. Hop, voilà. Donc là, deux images de ciel profond réalisées 400 mm, et puis là on devait être à 300 ou 400 mm aussi. Voilà. Et là on a plutôt, j'avais dit 200 mm et plus, mais on peut faire du ciel profond grand angle. Donc là on va chercher en fait, là j'étais à 80 mm, et on va chercher une constellation où il y a plusieurs cibles. Donc là vous avez reconnu la nébuleuse d'Orion. Là on va avoir la nébuleuse de la tête de cheval, nébuleuse de la flamme. Là on va voir les gaz un petit peu, le complexe compliqué, je crois que c'est la nébuleuse de la sorcière, tête de sorcière ou balai de sorcière si je ne dis pas de bêtises. Il y en a d'autres nébuleuses, petit amas, et les Iphéennes. Iphéennes, c'est un petit peu la poussière, la matière qui ressort en fait dans l'univers. Donc on peut aussi faire en fait du grand angle dans le ciel profond. Et du grand angle à 80 mm. Hein. Après on peut en faire à 24, mais c'est plus du grand angle, là, on retourne sur l'astropaysage, à part si on vise uniquement le ciel. Hop. Et là on va partir sur des domaines que je connais un peu moins, parce que c'est pas mon dada, mais il y a des connaisseurs dans la salle, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc le planétaire. Donc le planétaire, c'est assez complexe. Donc la longueur focale, il faut que ça soit importante, c'est pour ça que même au téléobjectif, ça commence à être compliqué, même si on met des doubleurs de focale, on va chercher assez loin. La qualité, le rendu ne sera pas aussi exceptionnel qu'avec un télescope. Donc les télescopes font très bien le travail. Donc là, des ouvertures assez grandes aussi, mais c'est comme la Lune, en fait, on peut gérer en fonction d'eux ou pas. Les ISO assez bas parce que c'est éclair. Bon, en fait, ça dépend de la cible, mais les ISO, on va chercher quand même à les mettre le plus bas possible, parce qu'ils éclairent quand même pas mal ces objets-là. Et après, des pauses rapides, un 800e de seconde, ou des vidéos pour récupérer les meilleurs frames dans la vidéo, et empiler par la suite. Donc là, on est obligé d'avoir monture de suivi, télescope, téléobjectif, c'est entre gros guillemets, parce que vraiment, il faut aller vraiment loin et c'est compliqué. Je sais que j'arrive à voir, du coup, comme on l'a pu le voir sur les photos de la Lune, là j'ai Jupiter, mais c'est quand même très très compliqué. Donc avec doubleur de focale, caméra refroidie, appareil photo et même téléphone qu'on va venir accrocher directement sur les portes oculaires. Et là le solaire, je m'y suis mis depuis peu. Je vous ai mis aussi le nom des tâches solaires sur les photos. Donc, hop. Donc là, longueur focale, c'est pareil que la Lune, parce qu'on a dit que c'était 0,5 degrés, donc c'est une taille similaire. Longueur focale, donc entre 300 et 1200 mm. Une ouverture plutôt fermée, parce que le soleil, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est clair beaucoup. Sinon, il ferait nuit tout le temps. Donc là, vraiment, oui, on va chercher à fermer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des ISO assez bas, pas besoin de remonter entre guillemets en luminosité. Et ouais, voilà. Des pauses plutôt rapides, même très rapides, un 800e de seconde, voire même plus, ou des vidéos pour récupérer les meilleurs frames, bien évidemment. Donc là, trépied, appareil photo, objectif ou télescope. Et là, quelque chose d'obligatoire, sinon vous perdez la vue et puis votre matos en prend un coup. Filtre solaire et homologué, parce qu'il y en a sur le marché qui ne sont pas homologués, donc je ne sais plus la norme exacte. Mais ça peut sinon vous brûler la rétine, avoir de gros problèmes de vue par la suite. Et aussi brûler le capteur, et c'est pas ce qu'on cherche, ça coûte cher du matos photo et astro.
Donc voilà, et puis les soins, ça coûte encore plus cher, les soins de santé. Et dernière petite catégorie, donc là, le cométaire, donc c'est encore quelque chose à part, on pourrait assimiler ça à du ciel profond, sauf que le ciel profond, en fait, ça ne bouge quasiment pas. Vous prenez un Nimbus d'Orion, vous revenez dans 180 ans, elle aura quasiment pas bougé, un tout petit peu, mais c'est ridicule en fait. Que les comètes, donc oui, les comètes, ça passe et ça repart, plus ou moins lentement, plus ou moins vite, mais c'est assez technique. Donc là, si je dis pas de bêtises, ça c'était celle de septembre, il y a un peu plus d'1 an. Je sais plus le nom, et je crois que ça, il me semble, c'est ZTF, donc il y a 1 an et demi, 2 ans. Les toutes petites comètes qui étaient passées, et puis vous avez vu au tout début, quand je montrais l'astropaysage, où j'avais l'espèce de chapelle avec la Voie lactée et la comète A3 Tsuchian Atlas, la dernière, qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc les comètes, on peut les avoir en allant très loin. J'ai mis 300 mm, mais là j'étais au 24 mm pour la photo du paysage. Et on peut aller même à 1200 mm et beaucoup plus pour aller chercher d'autres comètes. Donc voilà. Ouverture assez grande, c'est le même principe que pour le ciel profond, on va chercher à avoir pas mal de lumière, de détails qui ressortent. ISO variant en fonction de la cible, bien évidemment. Pause de quelques secondes à une trentaine de secondes, parce qu'en fait, il faut savoir qu'une comète se déplace aussi en dehors en fait, du déplacement de la voûte céleste. Donc en gros, là par exemple, vous prenez cette image, à T0, vous revenez 5 minutes plus tard, en fait la comète peut être partie un petit peu par là ou un peu par là, ça dépend de son sens. Et si on empile, en fait, on va avoir un gros truc baveux, blanc et vert, et c'est pas ce qu'on cherche. Donc on va d'abord faire du traitement un peu plus technique. On va chercher à enlever toutes les étoiles de l'image pour avoir juste la comète. Et on va venir empiler la comète avec un suivi sur Cyril, donc un logiciel de traitement. Un suivi, le suivi cométaire, il me semble, et ça va nous permettre d'empiler notre photo sans problème, et après on viendra remettre notre masque d'étoile. Donc c'est un peu technique quand même le cométaire. Donc monture de suivi, appareil photo, monture de suivi pas obligatoire. Par exemple pour la dernière comète en question, les photos que j'ai faites c'était sans monture de suivi. Ça dépend aussi si elle est loin ou pas. Appareil photo, téléobjectif ou télescope. Et on va parler du bruit en astrophoto maintenant. Je vais laisser la place à JF. On a encore du temps un peu? Ouais, ok. Ça avait prévu 2h30. Ça n'est pas vrai. On va parler du bruit en astrophoto. Alors c'est étonnant parce qu'effectivement les étoiles font pas beaucoup de bruit qu'on entend. Mais évidemment c'est pas celui-là. L'idée de départ, on va prendre l'exemple, si vous voulez faire une photo, dites au capuchon. Donc vous prenez un appareil photo et vous mettez le capuchon. Voilà. Donc en gros vous prenez rien en photo. Et supposons que vous prenez une photo qui dure 20 secondes. Donc moi je l'ai fait dans mon placard à chaussures. Donc voilà, donc j'ai pris une photo pendant 20 secondes et normalement je suis censé rien voir. Donc je suis vraiment, donc déjà il y a le capuchon et en plus je suis mis dans le noir. Si vous voulez vérifier, je vous inviterai à vérifier chez moi, le placard à chaussures. Et voilà ce que j'ai obtenu, c'est cela. Et donc si on regarde ce qu'on appelle l'histogramme, donc ça nous dit c'est un histogramme, hein. Donc là, ça voudrait dire quand c'est les pixels très lumineux, et là, les pixels pas du tout lumineux. Et il y a 3 capteurs dans un appareil photo, un capteur vert, un capteur bleu, un capteur rouge. Donc là, on voit que la majorité des capteurs rouges sont ici pas très lumineux, donc tout ça, c'est pas très lumineux, mais c'est pas zéro, en fait. Et on voit qu'il y a certaines fluctuations. Il y a une fluctuation ici, pareil sur le bleu, pareil sur le vert. Donc ça dure 20 secondes. C'était un appareil photo de 40 mm, Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un signal et un bruit thermique. Alors pourquoi thermique? Parce que c'est dû à l'agitation thermique, la température, vous avez entendu parler, c'est des molécules qui bougent, etc. Et donc du coup, ça va créer du bruit, ça va émettre de l'énergie. Donc signal, ça veut dire qu'en fait, signal, ça veut dire que la moyenne n'est pas nulle. Si je prends la moyenne du rouge, elle n'est pas nulle. Si je prends la moyenne du bleu aussi. Et bruit, donc moyenne. Le bruit, c'est la fluctuation ou l'écart type, comme on l'appelle. Donc ça veut dire qu'en fait, mon capuchon qui a une certaine température, même carrément tout mon appareil photo qui a une certaine température, ça va émettre de la lumière par le rayonnement, la loi de Stéphane, hein, le sigma T4 que vous avez dû voir normalement, et ou pas, mais voilà, ça fait du rayonnement. Évident, c'est évident bien sûr, tout le monde l'a vu au primaire. Voilà. Et donc ça émet effectivement de la lumière, et donc du coup, ça émet aussi, mais pas toujours la même chose. Donc c'est le bruit.
Et donc du coup, en fait, la conclusion, c'est que le noir, c'est pas noir, en fait. Et du coup, il n'y a plus d'espoir, évidemment. Excusez-moi. Alors, en fait, l'astrophoto, c'est plutôt gris sur gris. C'est-à-dire que, pour donner une analogie, vous avez compris, c'est qu'on essaie en gros de prendre un labrador noir sur un fond noir. C'est complètement bête, mais c'est ce qu'on doit faire, en fait. Parce que quand on va prendre Andromède, c'est extrêmement gris sur noir. Alors là, c'est une photo de studio, donc c'est pas le même souci que nous. Et du coup, gris c'est gris, non, c'est infini. Alors, un exemple, si on prend une pause, là, je pense que c'était l'ordre de 20 secondes, je ne me souviens plus exactement, donc ça, c'est une des photos que j'ai réussi à faire aussi. Bon. C'est Andromède, vous avez reconnu. Mais ça, c'est quand je prends une photo de 20 secondes. Et comme c'est tellement pas lumineux, je vais avoir beaucoup de bruit. C'est-à-dire que le rapport, on l'a vu dans le... Ici, excusez-moi si je reviens à l'histogramme, on voit que la moyenne que je pourrais vouloir mesurer, on voit que l'écart type est assez grand dans la moyenne, en fait. Et donc ça, c'est gênant, parce que du coup, c'est ce qui explique ces pixels visibles, et c'est ce qui explique à quoi tous ces points moches qui n'existent pas, en fait. C'est juste, à la place d'avoir juste mon signal, j'ai aussi des fluctuations. Et donc le signal est de la même ordre de grandeur que le bruit, ce qui fait que j'ai des photos assez moches. Si je regarde justement ce qui m'arrive, en fait, au lieu d'avoir, si je regarde Andromède, au lieu d'avoir un point d'Andromède, une luminosité constante qui va m'arriver, en fait, ça va être des photons qui vont être éjectés de manière aléatoire, et j'aurai une fluctuation. Dans la vraie vie, j'ai aussi du bruit. Mais comme il y a tellement de photons le jour qui arrivent sur nous, en fait, le signal est beaucoup plus grand que le bruit. Donc cette fluctuation, je ne la vois pas. Or, ici, comme c'est extrêmement faible en intensité lumineuse, j'ai le bruit, donc la fluctuation de photons, qui va être du même ordre de grandeur. C'est ça qui explique pourquoi j'ai ma photo qui est extrêmement moche. Et je mesure ça pendant un temps de pause. Et en fait, ici, ça c'est des signaux aléatoires qui arrivent. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si on fait une pause 2 fois plus longue, donc si je prends une première pause, je fais une pause 2 fois plus longue, alors l'intensité du signal est multipliée par 2, ça c'est normal, hein. Si j'ai tant de watts qui arrivent, lumière qui arrive, si je fais 1 seconde, ça me fait 100 joules, si je fais 2 secondes, ça fait 200 joules, c'est normal. Mais le bruit, lui, il est multiplié par facteur 1,4. Du coup, c'est intéressant parce que je vais avoir 2 fois plus de signal, et seulement dans ce cas-là, racine de 2 fois plus de bruit. C'est-à-dire que ma photo va être de meilleure qualité. D'une manière générale, le signal, il est proportionnel à la durée d'exposition. Hein. Je photographie 2 fois plus longtemps, c'est 2 fois plus lumineux. Alors que les fluctuations, elles, sont en racine. Alors vous vous demandez surtout, pourquoi est-ce que les fluctuations sont en racine? C'est ça que vous voulez. Et la démonstration mathématique, vous l'avez vu en cours de première année, je vous ai mis le lien vers Wikipédia si vous voulez télécharger, vous cliquez dessus, et vers le cours de M. Linard. C'est le théorème de centrale limite que vous avez dû voir, qui vous explique que quand j'ajoute plein de variables aléatoires, des fois, l'idée c'est que des fois il y a des trucs qui vont à gauche, des fois des trucs qui vont à droite, et en moyenne, ça fait jamais 0, ça fait en racine du nombre. Donc c'est ça le racine qui dépend. Mais en gros, ça veut dire, quand même, c'est hyper important, si je fais une pause, j'ai ça, mais si je fais 4 pauses par exemple, je vais avoir 2 fois moins de bruit. Et en pratique, ça fait ça. Donc j'ai fait 4 fois la photo, et j'ai ajouté, j'ai fait la moyenne. Donc d'abord, si j'ai fait juste ajouter, la photo soit 4 fois plus lumineuse, mais donc du coup j'ai fait la moyenne. Au final, le rapport signal sur bruit a été divisé par 2. Si je fais maintenant, alors j'aurais bien voulu 16, mais j'en ai fait que 15 à l'époque, voilà, on voit encore une diminution, vous voyez. Et entre le 15 et le 1, j'ai le rapport signal sur bruit qui est divisé par, multiplié par 4. Voilà, 4 fois moins de bruit par rapport au signal. D'où l'intérêt de ce qu'on va faire, d'ajouter des photos. Alors pourquoi j'ai pas fait une photo directement 16 fois plus longue? Parce que mon suivi était un peu pourri. C'est-à-dire que quand j'ai suivi l'étoile polaire, etc., je n'ai pas été très doué dans mes réglages. Ce qui fait que quand je lançais mon truc, je voyais que là de 20 secondes, mes erreurs de suivi, j'étais pas bien aligné, je commençais à voir que ma photo, elle bavait un petit peu, ça s'était réglé, c'était un peu moche. Donc du coup, en pratique, je me dis, je vais me limiter à 20 secondes, et je vais faire plein de photos que j'ai ajoutées. Et pour avoir une jolie Andromède, alors je ne sais plus si je l'ai ma photo d'Andromède, mais j'avais, ou Orion, je ne sais plus comment j'avais dit, 90 prises, quelque chose comme ça en fait. Ça veut dire que j'ai fait 90 photos et que ma durée était limitée par la qualité de suivi. Donc globalement, pour améliorer la qualité d'une image, c'est améliorer le rapport signal sur bruit. Signal, c'est ce que je veux voir, et bruit, ça va être ces fluctuations aléatoires dues à la nature aléatoire de microscopique. Donc du coup, il faut augmenter la durée de pause. Et
comme ici, on a une qualité de suivi qui dépend un peu de tout, comme je vous ai appelé, on combine ensemble les photos, c'est ce qu'il appelle le stacking, ça veut dire stacking, c'est-à-dire empilement, et en pratique, c'est-à-dire qu'on fait la moyenne. Donc on a des logiciels spéciaux, on va mettre toutes nos photos, nos 90 prises, ils vont tout recalculer, notamment ça va avoir un peu bougé, donc ils vont recalculer le décalage moyen, donc ils vont faire des calculs pour dire l'étoile elle est un peu orientée comme ça, et ils vont nous faire la moyenne pour nous. Et du coup ils vont nous faire cet empilement-là, cette moyenne, pour améliorer la qualité de nos images. Et du coup je laisse Flavien terminer, conclure sur le traitement des images. Et du coup là on va terminer petit à petit, ça commence à être long pour vous, je le sens, c'est normal. Donc on va parler maintenant du traitement des images et je vais revenir un tout petit peu sur ce qu'a dit du coup Jean-François. Et donc on va parler tout d'abord de l'astropaysage. Donc l'astropaysage, il faut aligner, empiler. Donc ça c'est un panorama, donc j'ai pas besoin d'empiler, mais la photo, vous vous souvenez où il y avait un morceau de forêt en dessous, toutes mes photos, du coup il fallait les aligner et les empiler pour avoir ma voie lactée bien nette et précise et perdre en bruit, récupérer en qualité d'image, en signal, tout ce qui va avec. Starless, en fait, ça va être ce que je vous ai parlé quand on enlève toutes les étoiles d'une image et que notre image, on voit juste en fait les nébulosités. Donc on va y revenir après, je vais vous montrer. Et ben ça c'est hyper important pour le traitement aussi, ce qu'on va pouvoir faire après du traitement uniquement sur ce qui nous intéresse, donc l'objet en question, et les étoiles on viendra les remettre par un masque juste après. Pluie d'étoiles ou panorama, donc là comme là, un panorama. Donc il y a plusieurs logiciels dédiés à l'astro. Je vous ai fait aussi un petit truc, logiciel payant et logiciel gratuit. Je sais que ça peut être sympa pour ceux qui souhaitent commencer à savoir si tout est payant ou pas. Vous avez Deep Sky Stacker, Avistax, Equator, Starnet++, Tartax, Hugin, Autopano Giga et Ice. Donc la plupart de ces logiciels sont faits pour faire de l'alignement, de l'empilement, du traitement dédié à l'astrophotographie, entre guillemets. Et ce qui va vous intéresser un peu plus, tout ce qui va être alignement, empilement, on va pouvoir le faire sur Deep Sky Stacker. Avistack, il me semble, tu peux aussi, parce que tu m'avais parlé, mais moi je l'utilise pas. Avistack, je m'en souviens plus du tout. Non. Mais bon, il y a Stack dedans, Il y a ça Stack, doit être de l'empilement. Avi, je pense, c'est à partir des vidéos. Oui, Avi, oui, c'est Avi, oui, forme. T'en fais pas, toi Avistack, c'est pas... Pour planétaire, ouais. Mais tu fais pas avec celui-là. Il y a 10 ans, ça s'utilisait. Et du coup, Sequator, on utilise plutôt maintenant Sequator ou encore Deep Sky Stacker. Mais moi, je sais que j'utilise pas mal Sequator pour alignement, empilement. Starnet++, c'est justement pour avoir ces starless, donc ces images sans étoiles, donc, qui vont séparer en fait. On va avoir une image lisse sans étoiles et une image avec les étoiles. Startax, c'est pour faire le circumpolar, on a vu où ça faisait des filets d'étoiles. C'était plus pour du artistique, ça. Hugin, Autopano Giga et Ice, après c'est pour du panneau. Du coup, avant j'utilisais Ice et je suis passé sur Autopano Giga qui est un peu plus performant et pro. Et après, le logiciel c'est généraliste. Je pense que vous connaissez Lightroom, Photoshop, Aurotherapy un peu moins connu, Darktable aussi qui est pas trop mal. Donc, qui sont deux alternatives gratuites à Photoshop et Lightroom. Et je me permets juste un commentaire. Vous voyez qu'il y a plein de logiciels qui ont toutes des applications qui font certaines fonctionnalités. Et donc ça, c'est un peu pas évident. On n'a pas juste Lightroom ou Darktable, etc. C'est vraiment, tiens, je fais du planétaire, c'était le logiciel, tu vas montrer, machin, c'était le logiciel, et puis avec des fonctionnalités, parce qu'il y a beaucoup de traitements mathématiques derrière. Ouais. Et t'as pas dit, mais quand tu parlais de 2 heures, des fois des empilements d'images, moi à l'époque, ça mettait toute la nuit à faire le calcul de toutes les images. Quoi. Ah oui, donc j'ai laissé l'ordinateur tourner toute la nuit, et mes 90 photos, il me les empilait, il me faisait la moyenne, etc. C'était un traitement assez long quand même. Ah oui, c'est très fastidieux, il faut des gros PC avec des bons processeurs et tout ce qui va avec. Avant j'avais un truc de bureautique pour empiler 200 images sur Orion, ça me prenait 10-12 heures. Et maintenant ça me prend 15 minutes. Donc il y a un gain de temps assez énorme quand même. Donc maintenant le traitement d'images astronomiques sur tout ce qui va être le lunaire. Donc là on va faire pareil, alignement, empilement des photos, mosaïque, panorama. Donc on va retrouver des logiciels que vous avez peut-être vu, Hugin, Autopano Giga et Ice pour faire des panoramas, des mosaïques. Et après des logiciels spécialisés plus pour planétaire et lunaire, donc PIPP qui va venir en fait aligner nos images, AutoStacker qui va venir nous les empiler et Registax en fait on va venir remonter un petit peu les détails, la qualité de l'image. Logiciels généralistes, ça reste les mêmes, donc ça va être les mêmes pour tous les domaines de l'astrophotographie entre guillemets.
Le ciel profond, là, alignement, empilement et starless. Donc là, les logiciels Deep Sky Stacker, Cyril, qui est un logiciel très puissant, qui est gratuit et que beaucoup utilisent pour, même un petit peu pour astropaysage, mais pour le ciel profond, c'est très puissant, je trouve. Je l'utilise toujours en compagnie de PixInsight, mais du coup qu'un logiciel payant. Et StarNet++ pour faire la Starless. Et les logiciels généralistes restent les mêmes. Le planétaire, un petit peu particulier aussi, donc alignement, empilement. Je ne sais pas s'il y a d'autres traitements, vu que je n'en fais pas plus que ça. Donc PIPP, AutoStackers, Registax, les mêmes logiciels que pour le lunaire. Et les mêmes logiciels aussi généralistes, Lightroom, Raw, Therapy, Darktable et Photoshop. Le solaire, pareil que le lunaire et le planétaire. Là, ça ne change pas. Et enfin, pour le cométaire, on va faire alignement, empilement, suivi cométaire. Donc ça qu'on va pouvoir faire avec Cyril justement. Et Starless, donc là Cyril, PixInsight, StarNet. PixInsight qui est un gros logiciel astro, qui est une usine à gaz vraiment, comme tu le disais. C'est une usine à gaz, c'est très dur à prendre en main, mais une fois qu'on l'a pris en main, en fait, on peut vraiment, c'est incroyable l'évolution du post-traitement qu'on peut faire avec. Et puis les logiciels généralistes, vous connaissez. Voilà. Donc pourquoi on empile des photos en astrophotographie? Donc déjà pour avoir plus de détails, plus de lumière, donc de signal, détails lumière qui font le signal, plus de couleurs aussi, faire ressortir un petit peu les couleurs, et moins de bruit, donc bruit numérique, chromatique, donc tout ce que parlait Jean-François juste avant. Donc là par exemple vous avez une image sur la nébuleuse de la Lagune et la Trifide qui ne doit pas être loin, de 60 secondes. Je ne sais plus, ça doit être un 20 mm, mais j'ai recrop par derrière. Et du coup, on voit que ça fait granuleux, c'est pas hyper propre. On a une teinte même qui est un peu verte, pas terrible, et manque de détails. Et en fait, quand on empile, on voit que l'image est beaucoup plus lissée. On gagne en détail, en signal. On enlève en fait cette trame un peu verte-bleue qu'on avait aussi, parce que ça permet de corriger ces trames-là, et ces trames-là souvent qui sont dues au bruit chromatique. Donc là sûrement qui me donnait plus de vert et de bleu que de rouge. Et donc là on a un peu moins vert-bleu, toujours un petit peu, mais c'est pas grave. Et on récupère pas mal de détails. Donc là 10 images de 60 secondes empilées. Donc l'empilement en astrophotographie c'est vraiment une des bases clés pour améliorer son traitement, que ce soit en astropaysage ou que ce soit du coup pour le ciel profond, mais c'est obligatoire en fait. Et là je vais vous parler pour finir. Il y aura encore un petit truc après, mais on a bientôt fini, vous inquiétez pas. Un exemple sur la galaxie d'Andromède. Là, par exemple, vous avez une image brute. Ce que j'appelle image brute, c'est une image, 35 secondes, les réglages. Une seule image, en fait, avec ces réglages-là. Et rien d'autre. Comment elle est sortie de l'appareil. Donc là, j'ai mis Canon R7, Tamron, c'était à l'époque, avec la monture de suivi. Voilà. On va venir, en fait, empiler tout ce qu'on avait. Donc là, j'avais 92 images après. Je vais venir les empiler. Donc 92 x 35, je sais plus à combien ça nous fait arriver, ça doit être 1h40 ou quelque chose comme ça. Ah bah voilà, oh non, j'ai des bêtises. 54 minutes, pardon, je suis parti un peu loin. Et donc là, du coup, en fait, en 54 minutes, on récupère toutes ces datas-là, donc toutes ces données-là sur la galaxie d'Andromède. Et là, on voit que c'est pas encore terrible, on a une trame, on a un filtre un peu vert-bleu, la nébuleuse, la galaxie ressort pas très bien. Donc ça, en fait, on va venir le traiter après. Donc là on est passé par Cyril, le logiciel pour faire du stacking. Après on passe par PixInsight, donc là qui va vraiment faire le gros ménage, qui va vraiment faire ressortir un peu plus notre objet qui nous intéresse, améliorer la qualité du fond du ciel. C'est pas encore terrible, j'avais beaucoup de trames. Donc passage sous PixInsight pour un traitement astronomique de l'image un peu plus poussé. Après, un petit coup sous Photoshop pour régler quelques petits sous Lightroom pour régler quelques petits problèmes que j'avais rencontrés, donc de fond de ciel souvent. Et là, on va utiliser, bon, ça rend pas terrible, c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Donc le logiciel, c'est même pas un logiciel, c'est un petit plugin qu'on vient rajouter, donc StarNet++, que j'ai rajouté sur Cyril. Et on fait le traitement des étoiles, on lui demande de retirer toutes les étoiles. C'est pas hyper propre, mais ça fait le travail. En même temps, le matériel et le suivi que j'avais n'étaient pas non plus optimal. Et donc là, en gros, j'ai récupéré 7 images et une image noire avec toutes les étoiles. Et moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est cette image qu'on va retraiter un peu plus, du coup, sous Lightroom, pour faire ressortir un peu plus notre galaxie et faire avoir un fond du ciel un peu plus foncé.
Et là, après, en fait, sur Photoshop, nos calques, en fait, vu qu'on les a séparés, pareil, on va les remettre ensemble, et il n'y a rien qu'à bouger. On remet les étoiles au même endroit, tout se refait correctement. Et au final, on a une image bien plus propre que ce qu'on avait empilé au tout début. Et là, je prends le même exemple, mais du coup avec l'image de base et l'image finale de la galaxie du triangle M33, qui est très très peu lumineuse, mais qui est très grande en fait. Et quand on empile, on obtient, on peut arriver à un résultat assez impressionnant avec pas mal de détails. Si je peux me permettre, on voit là, ce qu'on voyait surtout sur Andromède, mais là on voit aussi, on voyait juste le cœur de la galaxie, là le cœur, et le tour on voit pas, c'est parce qu'en fait il est énormément plus lumineux. Donc là c'était juste rescalé, donc on a l'impression de tout voir, mais en fait c'est énormément plus lumineux le cœur. Donc on a fait un ajustement pas du tout linéaire, on a dit finalement le cœur tout met là, et les autres on a énormément amplifié en fait les choses pas très lumineuses, on voit du détail. C'est un peu artificiel, mais comme ça nous permet de voir, quoi. Oui, oui. Donc là, par exemple, là, il y avait quasiment 200 images de 30 secondes avec des darks. Et justement, en fait, les darks, ce sont des types d'images qu'on va faire. C'est encore un peu technique. Je vais l'aborder pendant 30 secondes parce que c'est pas le nécessaire pour vraiment rester sur les bases fondamentales de l'astrophotographie. Mais les darks font partie de 3 types de photos, les darks, les offsets et les flats, qui vont venir en fait régler tous les problèmes qu'on a liés à notre capteur. Donc là, en gros, c'était pour avoir enlevé tous les petits pixels un petit peu déviants qu'on retrouve, ou les pixels rouges ou cramés qu'on a directement sur notre appareil. Donc voilà, donc 15 darks que j'avais mis, et en tout on avait quasiment 1h40 d'exposition. C'est pas énorme pour du ciel profond. Actuellement, on peut tabler sur des choses de 4-5 heures, même taper de 10-12 heures sans problème. Et là, dernier truc, c'est un petit peu un point que j'aimerais parler, parce que j'ai encore vu hier pas mal de choses aberrantes sur Facebook. Ouais, c'est un truc de vieux, on va dire, Facebook, mais il y a quand même des choses intéressantes en astrophotographie. On va parler de l'éthique dans l'astrophotographie. Entre guillemets, les tricheries un peu répandues, malheureusement, comme tout il y a. Et avec la montée en puissance de l'IA, on retrouve aussi des dingueries. Ça, c'est la nébuleuse du cœur, apparemment. Elle ne ressemble pas du tout à ça. J'ai pas eu le temps de vous mettre une image référente. Elle ressemble un petit peu à un cœur, mais là vraiment, c'est totalement abusé. On voit qu'en fait, c'est généré par de l'IA. Et le problème, c'est que sur les groupes, les forums, Facebook, même les réseaux sociaux, on va retrouver beaucoup d'images générées par l'IA. Et en fait, c'est affreux parce que tous les commentaires, toutes les émotions que ça va générer, c'est « Oh, waouh, magnifique », tout ça pour le grand public. Et du coup, pour les connaisseurs un petit peu du domaine, on est en mode non, c'est des conneries, quoi. Donc ça, faire attention, c'est beaucoup répandu malheureusement, et ça fait peur. Et après, les images composites, mais les composites exagérés. Parce que du coup, quand je vous parlais de faire premier plan net et puis ma Voie lactée nette, j'étais obligé de faire du composite, mais je bougeais pas d'endroit, c'était à quelques minutes d'intervalle. En soi, je modifiais très peu l'environnement en fait et l'image finale. Que là, là on voit clairement, la personne s'est pas fait chier, elle a pris une lune, elle l'a collée, hop, comme ça, et puis même agrandi. Et malheureusement, il y a même de très bons astrophotographes en France. Je ne citerai pas de nom, c'est un décret débat, qui se permettent de grossir la Lune sans qu'on la voie, qui se permettent de prendre une photo, par exemple, je dis de bêtises, au sud de la France, parce qu'il y a un beau paysage. Par exemple, vous allez à Valençol, vous avez les paysages de, comment ça s'appelle, les champs de lavande, et en fait, il y en a qui viennent coller une Voie lactée qu'ils ont pris au Chili, ou n'importe où. Et en fait, on sait très bien, pour les connaisseurs, qu'à Valençol, on a pas mal de pollution lumineuse. Donc il y a un gros fléau en astrophotographie. Et que normalement, on n'a pas des images aussi nettes et précises. Donc voilà, c'était un petit peu un disclaimer pour vous dire attention à ce qu'on trouve sur les réseaux, bien se renseigner. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir les détails de chaque image, comment ça a été fait. Donc voilà, je sais que moi sur les réseaux, je reste ouvert, je mets toujours les exifs, les détails, le matériel utilisé. Et comme ça, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème, je réponds avec plaisir. Quand je dis qu'il y a du composite, je l'explique clairement. Je ne dis pas en mode non. Donc voilà. Et voilà, donc faites attention à ce que vous voyez. Et voilà, on va faire le clap de fin sur cette séquence. Et en tout cas, merci à vous. Et si vous avez des questions avec JF et même d'autres personnes
de la salle qui sont connaissants dans le domaine, on sera ravis de vous répondre. Merci.